Ce matin, quand j'ai regardé les performances de l'Europe face aux performances des marchés américains, je me suis demandé si par hasard le shutdown ne s'adressait pas majoritairement au marché européen, justement, plus qu'à leur pendant américain. Bon, il faut dire qu'aux USA, on a vécu une sale journée sur la tech encore, et d'ailleurs, on est en train de se rendre compte que l'hyperconcentration, c'est pas forcément une bonne chose. Enfin, c'est mon sentiment personnel. Je crois qu'on commence à comprendre que quand tu as une boîte qui pèse près de 5000 milliards de capitalisation boursière, la tendance est souvent donnée en fonction de la direction que cette boîte prend durant la séance. Nvidia, aujourd'hui, on le sait, pèse 4700 milliards de dollars. C'est plus que l'ensemble du CAC 40, plus que toutes les banques européennes réunies et presque autant que le PIB du Japon. Nvidia est clairement devenu le mentor de ce bull market, le miroir de toutes les expériences et aussi de tous les excès. Si Nvidia éternue, le S&P 500 chope le Covid et la lèpre en même temps. Et si elle trébuche, eh bien c'est toute la planète qui se vautre dans la boue, toutes les entreprises qui vont le payer, même si ces entreprises ne savent même pas ce que c'est l'intelligence artificielle. Hier, nous avons expérimenté ce qui peut se passer quand Nvidia va mal et que le reste va bien parce que le shutdown, il va se terminer. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Veillet. Nous sommes le 12 novembre 2025 et si tout va bien, en mars 2026, on connaîtra les chiffres de l'emploi d'octobre dernier et Holcim aura pris 200% parce qu'ils sont liés à l'IA indirectement. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Cette journée de mardi était une journée un peu molle sur les marchés qui étaient à moitié fermés à cause du Veterans Day aux États-Unis et d'autres jours fériés en Europe et à moitié réveillés pour cause de shutdown. Les volumes étaient pas fous, l'intérêt était discutable, mais rassure-toi, on a quand même réussi à parler du shutdown encore et encore et encore. C'est même carrément devenu un feuilleton. Chaque jour, il y a un nouvel épisode, mais c'est toujours un peu la même intrigue. Et là, miracle, on parle carrément d'une réouverture dès mercredi prochain. Enfin, dès que les mecs du Congrès là, et du Sénat, de la Chambre basse, ils seront revenus de vacances. Et évidemment, tout le monde s'emballe et les marchés adorent l'idée. C'est même devenu le nouveau moteur de la hausse. Le gouvernement va ouvrir, donc tout va bien. On en oublierait presque concrètement le retour des fonctionnaires américains ne va pas transformer l'économie du jour au lendemain. Abracadabra. Mais bon, apparemment, la fin du shutdown est la solution magique à tous nos problèmes. Enfin, pour l'instant. Alors, on va pas refaire tout le film du shutdown parce que tout le monde en parle déjà. Mais il faut quand même bien se rappeler une chose, c'est que le plan bricolé à la va-vite par le gouvernement américain, eh bien, il tient jusqu'au mois de janvier. Autrement dit, d'ici 2 mois, s'il n'y a rien qui change, c'est rebolote. Et là, ça sera reparti pour une nouvelle saison de gouvernement en panne, marché en transe. Mais bon, tu vois, c'est presque assez rassurant parce que maintenant, on sait comment ça marche. Au début du shutdown, le marché, il montait parce qu'il anticipait la reprise. À la fin du shutdown, le marché, il remonte parce que c'est reparti. Mais entre les deux, il monte aussi parce que ça serait dommage de ne pas en profiter, de monter sans savoir où on va et sans connaître les mauvaises nouvelles. Ça s'appelle de la procrastination. Résultat, le shutdown, c'est devenu la meilleure excuse pour faire monter les marchés, même quand tout va de travers. Et puis alors, malgré tout ça, eh bien, hier, le vieux Dow Jones a terminé au plus haut historique. 47 927 points. Jamais dans toute l'histoire de l'humanité, on avait vu ça, en clôture, en tous les cas. Les vendeurs de casquettes sont déjà en train de se frotter les mains pour sortir le modèle Dow 50 000. Préparez-vous. Et évidemment, les journalistes se sont rués sur la conclusion magique. Les valeurs défensives prennent dorénavant leur revanche sur la technologie. Alors bon, on va inspirer un grand coup avant de croire que d'être long sur 3M et Procter & Gamble contre Nvidia, ça va changer nos vies pour les 5 prochaines années. Parce que quand on me dit que le Dow Jones est devenu l'indice défensif, permettez-moi de rigoler doucement parce que dedans, on trouve quand même des boîtes comme Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Salesforce et Cisco. C'est pas exactement des valeurs qu'on va qualifier de défensives. Mais bon, c'est pas grave, il faut bien vendre du papier, alors on appelle ça le retour de la vieille économie. Et pendant ce temps-là, eh bien, l'orage vient gentiment du Japon. Oui, du Japon, parce que SoftBank a décidé de lâcher sa participation dans Nvidia. Les traîtres. Ils liquident 5,8 milliards. Sacrilège, crime de lèse-majesté. C'est une honte, c'est un scandale. Comment peut-on oser? Bon bref, ils ont osé et ils ont vendu leur position à Nvidia. Résultat, le titre perdait 3% hier soir à New York et le secteur tech, le SOX surtout, lui perdait 2,5%. Mais SoftBank ne va pas investir dans des trucs tranquilles comme Coca-Cola. Non, non. Non, eux,
ils veulent juste remettre encore et encore du pognon sur OpenAI. Alors OpenAI, je sais pas, mais entre le niveau d'endettement stratosphérique, les revenus qui sont minables, et si on les compare avec la taille de la dette et de la boîte, sans compter que ChatGPT lui-même dit qu'il faut pas compter sur des revenus décents avant 5 ans, ça risque quand même de swinger ces prochaines années. Après, ils sont pas encore cotés en bourse, alors autant en profiter pour faire n'importe quoi. Donc pour l'instant, SoftBank, ils sont plus en train de se diriger vers le côté vraiment pure intelligence artificielle que sur le hardware version Nvidia. Et puis alors, il y a CoreWeave. Alors CoreWeave, c'est la pépite de l'IA côté serveur et data center qui fait mieux que prévu lors des résultats publiés lundi soir, mais qui se faisait défoncer sur la séance d'hier, moins 16%. C'est presque poétique, hein. Alors pas les 16%, mais l'histoire de CoreWeave, ils avaient démarré à 33 $ en IPO au mois de mars, monté à 186, et là ils reviennent à 88 $, divisé par 2 en 6 mois. Et pourtant, si on regarde les chiffres, juste les chiffres, ils sont bons, ils sont même carrément excellents. Une perte de 22 cents contre 40 cents attendus, un chiffre d'affaires qui plante les meilleurs analystes de Wall Street. Que demande le peuple? Bah justement, le peuple il demande plus, beaucoup plus. Le peuple est nettement moins tolérant du côté des sociétés et de leurs résultats qu'il ne l'est vis-à-vis des tocards qui nous dirigent. Mais avant de faire la révolution, revenons à CoreWeave. Un de leurs partenaires a pris du retard sur la construction des data centers, problème de béton et de transformateurs électriques. Bref, la vie concrète. Même pas un ralentissement lié à la tech ou à la non-livraison d'une cargaison de puces électroniques. Non, tout simplement du BTP. Et les marchés, dès qu'ils lisent le mot retard dans le communiqué de presse, ils appuient sur un gros bouton « tout vendre, tout vendre, tout vendre ». Et maintenant, eh bien, on découvre que la nouvelle pénurie dans l'IA, c'est plus les GPU, c'est le béton et l'électricité. Bienvenue dans le monde merveilleux de l'IA où Holcim pourrait bientôt valoir plus que Nvidia. Un mot sur l'Asie rapidement. Ce matin, Hong Kong se réveille en hausse de 0,66% grâce à Xiaomi qui bat Tesla avec sa nouvelle YU7 ou U7. SoftBank s'écroule de 10% au Japon après avoir vendu Nvidia. Heureusement que Sony sauve la mise sur le Nikkei. Les futurs américains montent un peu ce matin, comme si Wall Street croyait encore à la fin du cirque. Côté chiffres, le pétrole est à 60,79, l'or est à 4113, le bitcoin se traite à 103 400 et le 10 ans vaut 4,08. Mais la palme du storytelling revient ce matin à AMD. Lisa Su, la CEO, promet 35% de croissance annuelle pendant 5 ans, 80% pour la division IA pour les data centers, un bénéfice doublé d'ici 2028, mais les marchés, ils ont boudé. Moins 2,7% pendant la présentation et pour leur défense, ils ont tout récupéré after close. Comme quoi, même quand tu fais rêver, il faut encore convaincre sur le long terme. Et pendant ce temps, il y a Michael Burry. Vous savez, le mec du Big Short. Il refait surface de nouveau. Il accuse Meta, Oracle et consorts de gonfler artificiellement leurs profits en intelligence artificielle en rallongeant la durée de vie de leurs serveurs. En gros, moins d'amortissement, plus de bénéfices, et si c'est vrai, c'est un magnifique mensonge comptable, et s'ils avouent ça un jour, ça va nous péter à la gueule version Champions League. Burry parle de 176 milliards de dollars de profits bidonnés d'ici 2028, et que les chiffres d'Oracle pourraient être surévalués de 27%, par contre, chez Meta, ça va, c'est seulement 21% de surévaluation. Et devinez quoi? Il est short Nvidia et Palantir pour près d'1 milliard. Bon, ça vous le saviez, mais c'était pour l'effet surprise et faire genre, j'ai un scoop! Par contre, là, tout de suite, quand je lis la presse, tout le monde se fout de la gueule de Michael Burry, même si on l'a un peu suivi la semaine dernière quand même, et je suis le premier à vous dire que Burry s'est beaucoup planté depuis son éclair de génie de 2008, mais la dernière fois qu'il a dit « Attention, ça va nous péter à la gueule », en expliquant très clairement pourquoi, tout le monde s'est foutu de lui, et c'était en 2008. Et Lehman Brothers était encore parmi nous, et les grandes banques de l'époque étaient encore crédibles. Parlons maintenant un peu de la Fed et de la fin du shutdown. Eh bien, aujourd'hui, on le sait, la Fed pilote à l'aveugle. Littéralement, plus de chiffres, plus de données, plus de repères. Et donc, assez logiquement, on se demande à quel moment et comment nous allons procéder avec tous ces chiffres économiques qui nous montrent, qui nous manquent. Pas qui nous mentent, qui nous manquent. Depuis plus d'1 mois, il nous manque ces chiffres-là. Les agences statistiques américaines sont à l'arrêt à cause du shutdown, on l'a assez dit et répété. Résultat, plus de chiffres, plus de données, plus rien, on sait pas où on va. Powell et ses copains de la Fed pilotent l'économie américaine à tâtons et au feeling. Le Bureau of Labor Statistics, le BLS pour les intimes, et les autres agences, celles qui pondent les chiffres sur l'emploi, l'inflation, les ventes de détail, etc., bah eux, ils ont rien publié depuis le mois de septembre. Et même si le gouvernement rouvre cette semaine, ils vont mettre un moment à rattraper le retard. En clair, la Fed tiendra son FOMC meeting le 9 et le 10 décembre sans les données clés d'octobre et peut-être même sans celles de novembre. Bref, ils vont devoir décider des taux à l'instinct.
Et les chiffres de septembre sont quasi prêts, ça on le sait. Dès que Washington va rallumer la lumière, on devrait voir tomber les statistiques sur les emplois, les salaires, le chômage et les heures travaillées. Pareil pour les ventes de détail et les données commerciales. Ça devrait aller très vite. En revanche, les données d'octobre et de novembre, elles risquent d'être un peu plus compliquées à obtenir. Les équipes n'ont pas pu faire leurs enquêtes, ni vérifier les prix, ni collecter correctement les infos. Donc soit ça prendra un temps de dingue, soit ça sera bourré d'estimations. En gros, on va devoir faire confiance à des chiffres à la louche. On parle d'obtenir les chiffres de l'emploi d'octobre, éventuellement peut-être le 8 décembre, mais c'est même pas sûr. Et tout le reste, il pourrait arriver le 18 décembre. Trop tard pour que Jérôme puisse s'appuyer dessus. La Fed est donc dans le brouillard complet et elle pourrait bien le rester. Ça sera donc pas simple de prendre une décision, surtout avec Trump et Malran qui gueulent sans arrêt pour baisser les taux d'au moins 0,5%. La Fed va donc devoir décider de sa politique monétaire sans chiffre clé. Et ça, pour une institution qui se dit data dependent, c'est un cauchemar réveillé. Alors le marché, lui, va devoir interpréter des signaux approximatifs, des estimations et des modèles privés souvent moins fiables. Bienvenue dans l'économie du Labrador, autrement dit l'économie à l'aveugle. La prochaine réunion de la Fed ressemblera plus à une séance de spiritisme qu'à une décision rationnelle prise en leur âme et conscience. Aujourd'hui, tout le monde s'accroche à la fin du shutdown comme à une bouée de sauvetage. Le Dow Jones fait des records historiques, la tech déraille, la Fed vole à vue et l'IA construit des data centers en retard. On célèbre des records sans conviction et on attend juste que les chiffres reviennent pour redescendre sur Terre, revenir à la réalité. Donc, en attendant, profitez du soleil dehors. On se retrouve demain pour une nouvelle aventure avec de l'émotion, du rire et de l'intelligence artificielle dedans. Mais ça, ce sera demain. D'ici là, on s'abonne à la chaîne, on clique sur la cloche pour ne rien rater, on like, on partage et on commente si on a un truc à dire. Allez, à demain. Bye bye. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.